Voici 8 choses qui sont un gaspillage total de ton argent. Des millions de Français approchent de la retraite sans s'en rendre compte. Pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais parce qu'ils l'ont dépensé toute leur vie dans des choses qui ne leur ont jamais apporté de vraie joie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 8 habitudes financières qui volent ta liberté, ces décisions que j'ai vues, pendant plus de 20 ans, ruiner la sérénité de ceux qui pensaient bien gérer. Et la dernière erreur, c'est celle qui coûte le plus cher. Pas en euros, mais en années de vie qu'on ne récupère jamais. Tu crois posséder ta maison, mais c'est elle qui te possède. Tu crois que ta maison est ton refuge, mais en réalité, elle te retient. Chaque pièce vide, chaque objet accumulé, chaque mur trop grand te rappelle un passé que tu refuses de quitter. En France, une maison sur 3 dépasse aujourd'hui 100 mètres carrés pour seulement 1 ou 2 personnes à l'intérieur. Et malgré tout, les propriétaires continuent de payer des milliers d'euros en taxes foncières, chauffage, entretien et réparation pour des mètres carrés qu'ils n'utilisent plus. Tu appelles cela sécurité. Mais c'est un gouffre silencieux, un gouffre qui te vole ce que tu prétends protéger. Ta liberté. Quand on est jeune, acheter grand a du sens, c'est une victoire sociale. Mais à 50 ans, quand les enfants sont partis et que les couloirs résonnent du vide, ce n'est plus une maison. C'est un musée de souvenirs coûteux. Le coût moyen d'entretien d'une grande maison en France dépasse facilement 6 000 € par an, sans compter les imprévus. Et tu continues de payer, chaque mois, pour garder ce luxe sentimental. Un bien immobilier qui n'est plus adapté à ta vie. Tu n'habites plus ta maison. Tu l'entretiens comme on entretient une illusion. J'ai accompagné un couple dans cette situation. Ils vivaient seuls dans la maison familiale de 180 mètres carrés. Ils refusèrent de la vendre, persuadés qu'ils ne s'y retrouveraient en pas ailleurs. En 10 ans, entre l'entretien, les travaux et les taxes, ils ont dépensé l'équivalent de 120 000 €. De quoi acheter un appartement plus petit, rénover, voyager et vivre sereinement. Mais ce qu'ils gardaient, ce n'était pas un lieu. C'était une époque. Réduire, ce n'est pas renoncer, c'est respirer à nouveau. C'est faire de la place, financièrement et mentalement, pour ce qui compte encore. Une maison plus simple, c'est moins de stress, moins de factures, et surtout, plus de marge pour vivre, pas seulement pour payer. La vraie richesse n'est pas d'avoir plus d'espace. C'est de ne plus se sentir prisonnier de celui qu'on a. Chaque mètre carré inutile, c'est un morceau de ton futur que tu hypothèques. Si tu acceptes de tourner la page, tu ne perds pas ton confort. Tu gagnes ta respiration financière, ton temps et ta légèreté. Mais certaines dépenses sont plus subtiles. Elles semblent raisonnables. Elles paraissent même nécessaires. Et pourtant, ce sont elles qui détruisent le plus de couples et la plupart des portefeuilles. Il pensait faire des économies. Il a presque perdu son mariage. Marc avait toujours eu le réflexe de calculer. Pour lui, 2 voitures, c'était une folie. 2 assurances, 2 pleins d'essence, 2 entretiens, 2 fois plus de taxes, bref, 2 fois trop. Alors, à 52 ans, il a décidé qu'une seule voiture suffirait. Sur le papier, il avait raison, mais la vie n'est pas un tableau Excel. En France, le coût annuel moyen d'un véhicule dépasse 6 000 €. Carburant, entretien, assurance et dépréciation compris. 2 voitures dans un foyer, c'est donc plus de 12 000 € par an. Alors forcément, l'idée d'en supprimer une paraît logique. Sauf que cette logique purement comptable oublie une donnée essentielle, le prix de la liberté. Quand 2 personnes partagent un seul véhicule, elles ne partagent plus seulement un moyen de transport. Elles partagent leur emploi du temps, leurs contraintes, leurs humeurs et, bien souvent, leurs frustrations. Marc et sa femme, Claire, pensaient faire un choix rationnel. En 1 an, ils ont économisé un peu plus de 5 000 €. Mais la tension entre eux a grimpé. Qui prend la voiture pour le travail? Qui fait les courses? Qui attend l'autre? Leur liberté de mouvement s'est transformée en négociation permanente. Et dans les silences du soir, les économies réalisées semblaient bien maigres face à la lassitude qui s'installait. Un jour, Claire lui a dit calmement « Je t'ai épousé pour partager ma vie, pas mon agenda. Une voiture, ce n'est pas qu'un coût. C'est aussi un espace de respiration, un symbole d'autonomie, surtout quand on vieillit ensemble. » Marc a fini par racheter un second véhicule. Pas une voiture neuve, juste une citadine d'occasion. Et avec elle, il a retrouvé quelque chose de plus précieux que les euros économisés, la paix. Il y a des dépenses qui coûtent cher, et d'autres qui t'évitent de payer plus tard. La liberté fait partie de celle-là. Faire des économies n'a jamais enrichi personne si le prix à payer, c'est la frustration, la dépendance ou le ressentiment. La vraie richesse, c'est de savoir ce qu'il faut préserver, même quand les chiffres disent le contraire. Mais certaines dépenses ne ruinent pas un couple, elles détruisent des générations entières.
parce qu'elles partent d'une bonne intention et finissent en tragédie silencieuse. Elle pensait sauver ses enfants. En réalité, elle se condamnait. Sophie a toujours voulu le meilleur pour ses enfants. Elle leur a payé leurs études, leurs voitures, parfois même leur loyer. Elle disait « Je veux qu'ils aient une vie meilleure que la mienne ». Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que son coup de main était devenu une habitude. Aujourd'hui, ses enfants ont plus de 30 ans. Et Sophie, elle, travaille encore à 62 ans. Pas parce qu'elle aime son métier, mais parce qu'elle ne peut plus s'arrêter. En France, plus d'un parent sur 3 aide financièrement un enfant adulte. Chez les plus de 55 ans, cette aide dépasse souvent 300 € par mois. Certains vont jusqu'à avancer des sommes bien plus lourdes. Caution d'appartement, apport immobilier, dépenses du quotidien. Sur le moment, cela semble normal. Mais multiplié sur plusieurs années, ce soutien permanent peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et surtout, il compromet une chose que personne ne remboursera jamais, leur retraite. Sophie a aidé sa fille à acheter son premier appartement, puis son fils, quand il a voulu changer de métier. Chaque fois, elle s'est dit « Je me rattraperai plus tard ». Mais plus tard n'est jamais venu. Aujourd'hui, elle vit seule, dans un petit 2 pièces. Ses enfants sont reconnaissants, bien sûr. Mais aucun ne peut lui rendre ce qu'elle a sacrifié, sa tranquillité financière. Aider ses enfants, ce n'est pas mal. Mais se ruiner pour eux, c'est leur transmettre la peur de manquer. Et cette peur-là, ils la porteront toute leur vie. Il existe des prêts pour tout, pour les études, pour un logement, pour une voiture. Mais il n'existe aucun prêt pour ta retraite. La vraie générosité, c'est de leur apprendre à se relever seuls, pas de les empêcher de tomber. La pire erreur, ce n'est pas de donner, c'est de tout donner sans savoir se protéger. Si tu choisis la lucidité plutôt que la culpabilité, tu leur offriras bien plus qu'un soutien financier. Tu leur transmettras la fierté de construire par eux-mêmes. Mais certaines dépenses ne viennent pas du cœur, elles viennent de la peur. Et elles coûtent bien plus cher, parce qu'elles n'achètent qu'une illusion de sécurité. Il ne faisait plus confiance à son médecin, mais à sa peur. Jean n'était pas malade, juste inquiet. Chaque fois qu'on lui prescrivait un médicament générique, il fronçait les sourcils. Il disait « On ne sait jamais. Mieux vaut payer plus cher que de prendre un risque. » Et c'est comme ça que, mois après mois, il a transformé sa peur en facture. Pas une facture médicale, une facture psychologique. En France, près de 9 médicaments sur 10 vendus en pharmacie sont des génériques. Mais plus de 90% des dépenses totales sont concentrées sur les médicaments de marque. La raison ? La peur. Peur que moins cher signifie moins efficace. Peur que le médicament soit moins bien testé. Peur d'être le seul à faire confiance à la version économique. Sauf que cette peur coûte cher. Pour un même traitement, la différence peut atteindre jusqu'à 20 ou 30 € par mois. Et multiplié sur une année, cela représente plusieurs centaines d'euros. Simplement pour acheter une étiquette rassurante. Jean dépensait plus de 150 € par mois en médicaments, alors que les équivalents génériques lui auraient coûté à peine 40. Quand il a fini par faire le calcul avec son pharmacien, il a réalisé qu'en 10 ans, il avait perdu plus de 13 000 €. 13 000 €. Le prix d'une voiture, de plusieurs voyages, ou d'une épargne qu'il disait ne pas pouvoir se permettre. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais senti la différence, ni dans sa santé, ni dans son bien-être. La peur est un excellent moteur pour les entreprises. Mais c'est un poison pour ton portefeuille. La vraie santé, ce n'est pas de payer plus, c'est de savoir quand tu paies pour rien. Faire confiance à la science, à ton médecin, à la raison, c'est aussi une forme d'intelligence financière. Et c'est souvent la seule ordonnance qui ne coûte rien. Tu ne guéris pas mieux en payant plus cher, tu guéris mieux quand tu arrêtes d'avoir peur. Si tu apprends à reconnaître ce que la peur te fait acheter, tu dépenseras moins sans rien perdre. Et tu retrouveras cette sensation rare de sérénité, celle de ne plus être manipulé. Mais il existe une autre forme d'achat, bien plus dangereuse encore, celle qui n'achète ni sécurité, ni santé, mais qui te fait croire que ton bonheur se trouve dans un carton livré à ta porte. Elle achetait pour se faire plaisir, mais chaque livraison la rendait un peu plus vide. Isabelle travaille dur, elle n'est pas dépensière, elle se dit raisonnable. Une bougie ici, un vêtement là, une nouvelle décoration pour égayer la maison. Rien d'extravagant, mais chaque semaine, un nouveau colis arrive sur son palier. Elle ouvre les cartons comme on ouvre des promesses de bonheur. Sauf que le plaisir dure 30 secondes, et le vide revient. Ce vide, c'est celui que l'économie moderne sait parfaitement nourrir, parce qu'elle ne vend pas des objets. Elle vend une émotion, celle de croire que tu remplis ta vie.
en remplissant ton panier. Selon les chiffres de l'INSEE, un foyer français dépense en moyenne plus de 1 500 € par an en achats dits non essentiels. Objets décoratifs, vêtements inutilisés, gadgets technologiques. Et plus de 50% de ces achats sont réalisés pour se faire plaisir, sans besoin réel. Ce n'est pas un problème de consommation, c'est un problème de sens. Chaque objet acheté sans raison, c'est une tentative de combler un manque. Fatigue, solitude, stress, frustration. Mais aucun carton ne soigne ce genre de vide. Quand Isabelle a pris sa retraite anticipée, elle a réalisé que son appartement débordait. Des placards pleins, des tiroirs encombrés, des vêtements jamais portés, des objets oubliés encore dans leur emballage. Elle a décidé de tout trier. 3 jours plus tard, elle avait rempli 10 grands sacs. 10 sacs de choses qui, quelques années plus tôt, lui semblaient indispensables. À la fin du tri, elle s'est mise à pleurer. Pas parce qu'elle regrettait ce qu'elle jetait, mais parce qu'elle découvrait enfin ce qu'elle n'avait pas vécu. Tout cet argent aurait pu servir à créer des souvenirs, pas à empiler des choses. La consommation n'est pas un ennemi, mais elle devient un piège quand elle te fait croire que tu existes à travers ce que tu possèdes. Dépenser pour voyager, apprendre, partager, ce sont des dépenses qui s'enrichissent avec le temps. Dépenser pour combler, au contraire, c'est accumuler du silence dans ta maison et du vide dans ton cœur. La vraie richesse n'est pas visible sur une étagère, elle s'imprime dans ta mémoire. Les objets s'oublient, les souvenirs, eux, prennent de la valeur avec le temps. Quand tu commences à acheter moins de choses et plus de moments, tu changes ton rapport à la vie. Tu passes du besoin d'avoir au plaisir d'être. Mais il existe un autre piège, encore plus subtil. Celui qui ne se cache ni dans les placards, ni dans les cartons. Celui qui détruit lentement ton futur, sous prétexte de te protéger. Il croyait maîtriser son argent, mais c'était son argent qui le maîtrisait. Antoine était convaincu d'être prudent. Il lisait la presse économique, suivait les marchés, plaçait raisonnablement. Mais quand on lui demandait comment son argent était réparti entre ses placements, il répondait vaguement « Oh, à peu près moitié-moitié, je crois ». Comme beaucoup, Antoine n'avait pas de vraie stratégie. Il avait des choix, des habitudes, des intuitions. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre une retraite paisible et une retraite piégée. Selon plusieurs études françaises sur la gestion patrimoniale, plus de 75% des particuliers investissent sans connaître la répartition exacte de leurs placements. Ils savent combien ils ont, mais pas comment cet argent travaille pour eux. Et pourtant, c'est cette répartition, ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, qui détermine entre 70 et 90% des performances d'un portefeuille à long terme. Pas les actions choisies, pas la chance, la structure. Ce que tu possèdes ne compte pas autant que la manière dont tu le répartis. Antoine avait tout misé, sans le vouloir, sur des produits tranquilles. Assurance vie sécurisée, fonds euros, obligations, livret A. Rien de risqué, rien de rentable non plus. Quand il a pris sa retraite, il s'est rendu compte que son épargne n'avait presque pas progressé depuis 10 ans. Il n'avait rien perdu, mais il avait perdu du temps. Et dans le monde de la finance, le temps, c'est le seul actif qu'on ne récupère jamais. À l'inverse, d'autres de son âge, qui avaient libre compris l'équilibre entre sécurité et croissance, voyèrent leur placement fructifier sans effort, pas parce qu'ils étaient de plus malins, mais parce qu'ils avaient une méthode. La réussite financière ne vient pas d'un coup de génie, elle vient de la discipline. Répartir intelligemment son argent, c'est construire une digue entre la peur et la cupidité. Un bon équilibre, c'est avoir assez de sécurité pour dormir tranquille, et assez de risques pour ne pas t'endormir sur tes économies. L'argent, c'est comme un navire. Si tu mets tout ton poids d'un seul côté, il finit toujours par chavirer. Ce ne sont pas tes placements qui te rendent si riche, c'est la manière dont tu les répartis. Quand tu maîtrises ta répartition, tu n'espères plus la chance. Tu construis ta stabilité. Et c'est cette stabilité qui t'achète la vraie liberté. Mais même avec la meilleure répartition du monde, certains finissent ruinés. Pas parce qu'ils ont perdu de l'argent, mais parce qu'ils ont perdu leur nerf. Quand il a vendu, il n'a pas perdu son argent. Il a perdu sa paix. Lucien suivait les marchés chaque matin. Il connaissait les courbes, les chiffres, les prévisions. Mais il ne connaissait pas sa propre peur. En 2008, puis en 2020, à chaque chute brutale, il a paniqué. Il a tout vendu. Parce qu'il voulait protéger. Protéger son épargne, protéger sa retraite, protéger ce qu'il avait mis 20 ans à construire. Mais ce qu'il a protégé, c'est son angoisse. Et ce qu'il a détruit, sans le savoir, c'est sa sérénité. Selon l'autorité des marchés financiers,
plus de 60% des investisseurs particuliers vendent leurs placements dans les 6 mois qui suivent une forte baisse de marché. Et pourtant, historiquement, les marchés boursiers ont toujours rebondi, parfois en moins d'1 an. La majorité des pertes ne viennent pas des crises. Elles viennent des réactions émotionnelles aux crises. Vendre par peur, c'est concrétiser une perte qui, sans ton intervention, aurait disparu avec le temps. Les investisseurs patients ne sont pas plus intelligents, ils sont simplement plus calmes. Lucien avait un portefeuille bien diversifié. Actions, obligations, assurance vie. Mais dès que les marchés chutaient, il consultait ses comptes tous les jours. Et plus il regardait, plus il ressentait cette angoisse familière. Celle de voir disparaître ce qu'il croyait posséder. Lors de la crise de 2008, il a vendu au plus bas. Il s'est juré de ne plus recommencer. Mais en 2020, au moment du confinement, il a refait exactement la même erreur. Résultat, il a manqué la reprise. Et avec elle, il a perdu plusieurs années de croissance potentielle. Pas à cause du marché, à cause de lui-même. Lucien a fini par comprendre que la bourse n'est pas un test d'intelligence. C'est un test de sang-froid. La véritable maturité financière, ce n'est pas de savoir quand acheter ou vendre, c'est de savoir attendre, de comprendre que les cycles économiques ne détruisent pas ton argent, mais qu'ils révèlent ton tempérament. Les fortunes se construisent dans les périodes de calme, mais elles se conservent dans les tempêtes. Les marchés récompensent la patience et punissent la panique. Quand tu apprends à ne plus réagir à la peur, tu gagnes bien plus que de l'argent. Tu gagnes la tranquillité. Et cette tranquillité vaut plus que tous les rendements. Mais il existe une perte que la bourse ne peut pas compenser. Une perte qui n'a rien à voir avec l'argent. Celle que tu ressens quand ton corps ne suit plus. Et que tu réalises trop tard que tu as négligé ton actif le plus précieux. Il avait tout prévu, sauf de rester en vie pour en profiter. Patrick avait planifié chaque détail de sa retraite. Un portefeuille solide, une maison payée, des économies bien placées. Il pensait avoir tout anticipé, sauf son propre corps. Année après année, il repoussait ses rendez-vous médicaux. Il disait « Je n'ai pas le temps, je ferai attention plus tard ». Jusqu'au jour où plus tard n'existait plus. Tout l'argent qu'il avait épargné pour profiter de la vie est devenu inutile, parce que la vie, justement, ne lui a laissé aucune marge. En France, selon Santé publique France, près de 7 décès sur 10 sont liés à des maladies évitables. Alimentation déséquilibrée, tabac, sédentarité, stress chronique. Et pourtant, la majorité des foyers dépensent davantage pour entretenir leur voiture que pour entretenir leur santé. On parle de rendement financier, mais rarement du rendement vital. Chaque heure de sommeil perdu, chaque repas avalé trop vite, chaque semaine sans bouger, c'est un capital qu'on brûle sans jamais le reconstituer. Tu peux toujours regagner de l'argent, mais tu ne regagneras jamais les années que tu sacrifies à ton rythme. Patrick a fini par tout vendre. Son portefeuille, sa résidence secondaire, même sa moto qu'il adorait. Pas pour investir, pour se soigner. Ce qu'il avait mis une vie à construire, il l'a dépensé en quelques mois. Et le plus douloureux, ce n'était pas la perte d'argent, c'était la prise de conscience. Toute sa vie, il avait gagné du temps en négligeant sa santé. Et c'est exactement ce temps-là qu'il a fini par perdre. La santé, c'est l'unique actif dont la valeur augmente quand tu t'en occupes et qui disparaît quand tu crois pouvoir l'ignorer. Investir dans ton corps, ce n'est pas une dépense. C'est une assurance de rendement. C'est l'investissement le plus rentable parce qu'il te rend capable de tout le reste. Travailler, aimer, créer, voyager, rêver. Le corps n'est pas un outil. C'est le terrain de jeu sur lequel tout le reste se construit. Le plus grand gaspillage, ce n'est pas ton argent. C'est ton énergie, ton souffle et ton temps. Si tu décides de prendre soin de ton corps aujourd'hui, tu n'achètes pas des années de plus. Tu achètes des années vécues pleinement. Et aucune bourse, aucune rente, aucun compte épargne ne peut t'offrir cela. Tu viens de voir les 8 erreurs qui volent ton argent. Mais la plus dangereuse, ce n'est pas celle que tu fais avec ton argent. C'est celle que tu fais avec ton esprit. Parce qu'il y a une autre forme de pauvreté. Celle qui ne se mesure pas en euros, mais en clarté, en discipline, en paix intérieure. Jusqu'ici, tu as vu que la pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent. Tu as compris que ce sont surtout les mauvaises décisions, les maisons trop grandes, les dépenses affectives, les choix dictés par la peur qui ruinent ta liberté. Et tu as pris conscience que ton futur ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu continues à gaspiller sans t'en rendre compte. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que éliminer les erreurs, c'est te protéger. Mais ce n'est pas encore te libérer.
Si tu t'arrêtes ici, tu risques de reconstruire les mêmes schémas, avec de nouvelles justifications. Tu auras un compte plus stable, mais un esprit toujours piégé dans les mêmes habitudes. Il te manque encore une chose, savoir ce qu'il faut abandonner à l'intérieur de toi pour ne plus jamais retomber dans le cycle de la pauvreté. Ce ne sont pas seulement des gestes à changer, mais des attachements à briser, des illusions à laisser mourir. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 8 renoncements essentiels qui séparent ceux qui survivent de ceux qui s'élèvent. Tu y découvriras pourquoi la lenteur est une force, pourquoi la peur du risque est un poison, et comment l'indiscipline invisible ruine des vies entières sans qu'on s'en rende compte. Sans ces 8 renoncements, tout ce que tu viens d'apprendre ici ne servira qu'à ralentir ta chute. Tu continueras à travailler plus, sans jamais t'enrichir vraiment. Et dans quelques années, tu te demanderas encore où passe ton argent, alors qu'en réalité, c'est ton énergie qui s'épuise. Alors ne t'arrête pas maintenant. Regarde la suite juste ici, en cliquant sur cette vidéo. Parce que comprendre comment arrêter de gaspiller ton argent, ce n'était que le début. La vraie liberté commence le jour où tu décides d'abandonner ce qui t'enchaîne encore.